Donc, introduction, qu'est-ce que GNPIS? Donc, qui est un système d'information pour les plantes et leurs pathogènes et qui va de la génétique à la génomique. En effet, GNPIS permet de stocker des données d'annotation, de gènes, d'éléments transposables, de transcriptomiques, de variations, de SNP, de génotypage, etc. Ce qui nous permet ensuite de faire un pont via toute la partie génétique, avec tout ce qui est cartographie, marqueurs, QTL, ressources génétiques, et donc ensuite d'aller vers le phénotypage, donc à travers les ressources génétiques et les QTL, pour intégrer avec les jeux de données précédents tout ce qui touche aux interactions génotype-environnement, aux cartes génétiques de QTL, aux études d'association type GEVAS. Donc, toute cette intégration se fait via un système centralisant, donc qui est GNPIS, qui est l'ensemble des bases de données que nous utilisons pour stocker ces informations. Certaines informations sont mutualisées dans une seule et même base de données, c'est le cas par exemple des ressources génétiques, du génotypage, du phénotypage, de l'association. D'autres types d'informations sont stockées dans des bases dédiées, type JBrowse, Intermine, etc. Et donc, ce repository est utilisé dans plusieurs projets nationaux, donc projet PIA, Phénome, Plante à compte sur les aspects forestiers, etc. Donc, au-delà de cet aspect national, on a également un rôle important au niveau international, puisqu'à travers notre rôle en tant que nœud plante de l'IFB, donc de l'Institut français de bioinformatique, rôle de pôle plante que nous partageons avec les collègues de South Green, à Gap. Nous servons donc ainsi de point d'entrée, de portail pour le réseau international Elixir, qui est coordonné par le MBL IBI. Le but de ce réseau est de donner une visibilité internationale à toutes les données qui sont soumises dans le système et d'autre part à définir en collaboration avec les partenaires internationaux tous les standards que nous mettons en œuvre dans GNPIS. Pour cela, nous conduisons par exemple à travers la Research Data Alliance des sondages, des surveys sur les standards existants, que ce soit autour des données, des ontologies, des métadonnées. Résultats qui sont collationnés donc dans des cookbooks qui visent à promouvoir, à diffuser et à partager les bonnes pratiques, les bonnes manières de faire pour partager et formater les données. Donc cookbooks qui sont construits à l'international et qui sont mis à disposition, par exemple dans le cadre de la WITS sur wits.org datastandards.php. On identifie également différents types d'utilisateurs finaux, que ce soit plutôt des généticiens, plutôt des agronomes, et selon leurs différentes espèces de prédilection. Et l'objectif, le challenge, c'est de permettre l'adoption des recommandations par la communauté, que ce soit des standards, des ontologies simples, des choses qui sont globalement le plus génériques et qui prennent quand même en compte la spécificité de chacune des communautés espèces. Le tout donc en étant intégré avec les initiatives internationales. Le fonctionnement de GNPIS repose également beaucoup sur l'identification d'objets pivots, de ressources scientifiques clés. Donc, il y en a 4 principalement. La première étant les génotypes, le matériel végétal. Le deuxième étant les traits, les ontologies de variables phénotypiques. Et ensuite, les marqueurs et les gènes. Pour le génotype, nous utilisons le standard MCPD, Multi-Crop Passport Descriptors, qui a été construit par la FAO, Bioversity. Et je voudrais juste souligner une évolution récente qu'il y a eu, en fait en décembre dernier, qui est de permettre d'attacher à chaque accession, à chaque ressource génétique, un DOI, qui donc est déréférençable.
Ça donne une visibilité, une unicité à chaque ressource génétique qui est extrêmement importante, pas seulement au niveau des CRB, mais également pour partager des listes d'accession au sein d'un consortium scientifique. Et cette génération de DOI, c'est quelque chose que nous prenons en charge côté GNPIS. Côté trait, variable de phénotypique, donc on se base sur le framework mis en place par la Crop Ontology, qui est très biologist friendly, avec des ontologies qui sont construites à partir d'un template Excel. Et ceci permet, ainsi que je vous le montrerai après, d'améliorer les capacités de recherche, la traçabilité des données et le lien entre différents types de données. À noter que sur tout ce qui est identification du matériel végétal, on se repose beaucoup sur nos liens avec les CRB, que ce soit pour le blé, donc avec le CRB de Clermont, Vitis avec le CRB de Vassal, le maïs, ainsi que la majorité des autres espèces, à travers les coordinations offertes par les PIA et les CRB sur lesquels ils s'appuient éventuellement. À noter également que sur notre page data, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, il y a un Vitis How-To qui a été construit en collaboration avec Thierry Lacombe et Éric Duchesne, et qui montre de manière très claire et très intéressante comment renseigner nos formats de données et comment construire ces pivots d'interopérabilité, ces ressources scientifiques clés. Donc même si vous n'êtes pas directement intéressé à la vigne, je vous encourage à aller y jeter un œil. Donc on travaille beaucoup également sur les flux de données avec les communautés espèces, le tout pour faciliter au maximum le partage de données GNPIS à travers GNPIS. Je souligne que nous avons un système d'offres de services d'hébergement et d'intégration de données qui s'est ouvert en 2016. Donc, même si vous n'êtes pas partenaire de l'URGI à travers un projet, vous avez la possibilité, à travers cette offre de service, de formaliser votre partage de données. On travaille également avec les communautés espèces et les projets pour améliorer les outils de soumission et d'intégration de données, ainsi que sur les standards et les flux d'intégration de données, le tout toujours dans une optique de rendre les choses de plus en plus faciles, de plus en plus simples. Donc, est-ce que vous avez quelques questions ou est-ce qu'il y a des questions qui sont sorties lors du chat auxquelles nous pourrions répondre immédiatement avant de passer à la démonstration proprement dite? Alors, pour avoir accès au support, vous devriez avoir la possibilité de télécharger les fichiers. Je vérifie comment est-ce qu'on peut faire ça. Bon, je ne vois pas comment l'interface le propose. Nous pourrons vous transmettre par email le support si vous le souhaitez, sauf si vous souhaitez l'avoir immédiatement. Ok, d'accord, très bien. Très bien, donc je propose donc que nous passions à la suite. Ah, si, je vois une question. Les CRB sont-ils connectés à GNPIS via Cyregal? Oui, tout à fait. Cyregal est donc un des projets qui alimente GNPIS en besoin et en données. Donc, toutes les données que vous partagez via et que vous faites remonter via les CRB dans le cadre de Cyregal atterrissent dans GNPIS et servent de base à ce que nous allons vous montrer. Question de José, doit-on attacher un DOI à chacune de nos accessions? Donc, ce n'est pas une obligation. L'intérêt d'avoir un DOI, il est double. Le premier, c'est d'avoir une meilleure visibilité à l'international au niveau du plan de treaty, de DIFSIC, de la FAO, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir un objet citable qui vous assure que votre travail et celui de votre réseau
est correctement mis en valeur, mis en avant à chaque fois qu'il est utilisé. D'un point de vue technique, l'intérêt, c'est que ça nous sert, nous, informaticiens, de clé lorsqu'on partage des données, par exemple entre GNPIS et les bases de données locales construites dans le cadre de FENO. Très bien. Ceci étant dit, donc je propose de passer à l'étape suivante, qui est donc le Data Discovery. Donc je vais vous montrer rapidement ce que cela permet de faire. Il faut garder en tête que cela donne une overview, une vue globale des données disponibles, que c'est une donnée Google-like, et pour la suite, je vous le dirai au fur et à mesure que je parle. Je vais partager mon écran, et je retrouve à l'instant. Bien. Vous devez donc maintenant voir mon écran apparaître. Donc, sur votre écran se trouve la page d'accueil de GNPIS, donc urgi-versailles-fr/GNPIS. L'URL se trouve dans le PowerPoint que nous vous transmettrons à la fin de la présentation. L'idée, c'est d'avoir une interface de recherche par mots-clés, c'est pour ça qu'on l'appelle Google-like, qui permet d'avoir une vue globale de tous les types de données disponibles dans GNPIS. Donc là, on voit qu'on a des données génomiques, donc j'ai rentré Vitis. On a donc des données génomiques, des données d'accession, des données de marqueurs, d'expérimentation et de cartographie génétique. Ce système sur la gauche est un système de facettes qui, en plus du comptage, permet de restreindre le type de données que l'on souhaite afficher. Donc là, par exemple, je ne m'intéresse qu'aux données génomiques. J'ai également des facettes sur les espèces, donc Vitis vinifera. J'ai également des données qui sortent avec Solanum, très probablement de la génomique comparative. Voilà. Effectivement, il s'agit de BLAST interespèces. Donc, cette vue globale est très intéressante déjà pour lorsqu'on s'intéresse par exemple au rendement du blé, donc si je rentre wheat yield, d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on a. Donc on voit que côté URGI proprement dit, on a 563 expérimentations qui sont des expérimentations de phénotypage. À noter également que toutes ces données qui sont disponibles ici dans l'interface web du Data Discovery de GNPIS sont également visibles à l'international. Et ce, en particulier, côté WITIES. Excusez-moi, je me suis trompé de lien. Donc, côté WITIES, avec via wities.org, donc la possibilité d'effectuer la même recherche. Bon, qui là, dans cet exemple précis, ne donne des résultats que dans GNPIS, mais qui permet également de faire des recherches à l'IBI, à l'IPK et à l'ensemble des bases de données connectées au réseau WITIES. De la même manière, ceci est également possible au niveau du portail TransplantDB, qui est maintenu par l'IBI et issu du projet Transplant. Et on voit donc via ce site qu'on a accès à Ensemble Plantes, CREST, Metacrop, etc. en plus de l'URG. Donc, ça permet certes d'avoir une vue globale des données, mais ensuite la question c'est comment est-ce qu'on accède à ces données. En particulier, sur l'exemple que j'ai fait avec WheatYield sur l'URGI, on voit qu'on a 563 expérimentations, on peut aller les voir individuellement, et à partir de ça, donc,
accéder aussi bien à la liste des génotypes que la liste des variables, donc ici uniquement du rendement, que des différents contacts, etc. Et on a également possibilité de télécharger les données. Mais si on doit télécharger toutes les données individuellement à partir de 576, ça va être beaucoup trop lourd. C'est pourquoi nous avons nos autres interfaces à disposition, et donc la première étant Ephesis. Donc, je reviens cela sur le PowerPoint. Dernière chose importante concernant le data discovery avant que nous basculions sur le phénotypage, et donc Ephesis, le data discovery n'est disponible que pour des données publiques. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour des données confidentielles. Donc en ce qui concerne le phénotypage, donc disponible sur ERG Versailles INRA.fr/Ephesis, également disponible depuis le portail GNPIS. L'objectif de cette application, c'est d'être capable de stocker des données d'expérimentation, de phénotype et d'environnement. Donc, il s'agit de trial, d'expérimentation complète. C'est un système générique qui est piloté par des ontologies, que ce soit pour spécifier les niveaux d'observation, essais complets, microparcelles, plantes individuelles dans une expérimentation, ou pour les différentes variables d'observation, que ce soit les traits, les phénotypes, les environnements, etc. Le système permet de stocker des essais multifactoriels avec toujours à minima un facteur qui est le facteur génotype. Il peut y avoir ensuite autant d'autres facteurs que nécessaire. Enfin, nous gérons des séries temporelles. Jusqu'à 30 points, ça se passe a priori plutôt bien. Au-delà, des systèmes plus avancés devront être développés dans l'avenir. Nous stockons aussi bien des données brutes que des données élaborées, c'est-à-dire tout ce qui est données alphanumériques ou complexes. Aujourd'hui, on ne stocke pas d'images ou de données binaires, en particulier de données NIRS, mais nous sommes en train de travailler là-dessus et d'ici 6 mois, nous serons en mesure de stocker des données NIRS. À garder quand même en tête que GNPIS n'est pas prévu pour stocker des données de très haut volume, en particulier des données de phénotypage avec des images de drones ou de chambres de culture, puisque pour cela, chaque expérimentation peut monter jusqu'à 13 téraoctets. C'est beaucoup trop gros pour ce que nous sommes capables de stocker. Donc là, il faut se tourner vers d'autres systèmes. Par contre, tant que vos expérimentations se limitent à quelques gigas, GNPIS est parfaitement adapté. Donc, GNPIS Ephesis permet d'intégrer et de faire une interopérabilité des données basées sur des objets scientifiques pivots. Donc, j'en ai un petit peu parlé déjà, c'est les germplasmes, le matériel végétal, les ontologies, les projets. Enfin, en termes de périmètre fonctionnel, ça doit à la fois servir d'archive d'expérimentation que de constructeur de datasets pour préparer des études GXE, génétiques, à partir de données multi-essais ou multi-annuelles. Donc, par exemple, la première question à laquelle nous allons essayer de répondre via Ephesis, c'est obtenir les données permettant d'évaluer l'évolution du rendement du blé en France à partir de 2000, et ce, pour la collection INRA. Donc, je redéclenche le partage de mon écran. Donc, la première chose, c'est de choisir le blé. À noter, excusez-moi, quelque chose que je veux vous montrer. D'abord, le fonctionnement de cette interface. Donc, c'est une interface basée sur 3 onglets. Génotype, qui permet de sélectionner le matériel végétal. Donc, que ce soit par genre espèce, par panel, par collection, avec une prévisualisation des données. Variable, qui permet en fait de lister les ontologies qui nous intéressent, avec toutes les informations d'unités, de méthodes de mesure, etc. Et enfin, trial, qui permet de lister les métadonnées autour des essais, que ce soit leur identifiant, leur nom, leur campagne, c'est-à-dire en fait l'année d'expérimentation, la localisation, le dataset, etc. Donc pour revenir à la question que l'on pose, donc Triticum,
Notez qu'à partir du moment où j'ai choisi triticum ici, seules les variables, les ontologies correspondant à du blé, du triticum, apparaissent dans cette liste. Il y a donc un filtrage dynamique d'onglet à onglet. Donc là, je m'intéresse au rendement, que ce soit le rendement absolu en quintaux par hectare ou celui-ci qui est un pourcentage du rendement en fonction de variétés de référence. Ceci étant posé, je récupère donc, on voit ici apparaître les 563 essais que j'avais déjà dans mon interface de Data Discovery. Il y a ensuite ici un rappel rapide des paramètres de recherche qui ont été utilisés. Il y a également la liste des datasets c'est-à-dire des jeux de données qui permettent de regrouper ces essais. Donc là, on voit qu'il y en a 3. Le premier avec l'ensemble des expérimentations faites sur des accessions de catégorie A type BRC. Ensuite, celui avec l'ensemble des accessions de catégorie B et C, c'est-à-dire non BRC. Et enfin, l'ensemble, l'INRA Small Grain Cereal Network. Notez qu'il y a un DOI qui est affecté à ce dataset. Ça, toujours dans une optique d'avoir un système vous permettant d'être cité et que votre travail et celui de vos collègues soient correctement référencés, c'est quelque chose d'extrêmement puissant sur lequel j'attire vraiment votre attention. Le plus intéressant, c'est que ce DOI, ici, permet de référencer directement vers le jeu de données, vers les 770 essais du réseau céréales à paille. Notez que ici, nous avons 770 essais parce que ce sont toutes les variables, tous les essais confondus. Sur ces 770, seuls 560 font des observations de rendement. Donc, en dessous de ces informations globales, nous avons ici une carte qui permet d'avoir les positions des différents sites expérimentaux. À partir du moment où on a leur latitude et leur longitude, pour le réseau céréales à paille, nous ne les avons pas encore toutes. Il y a ensuite la liste des années des campagnes de phénotypage où les expérimentations ont été faites, donc de 2000 à 2014. Notez ensuite en dessous, ici, nous avons 38 000 observations au niveau essai. Naturellement, si on supprime des années, ce chiffre baisse immédiatement, donc c'est vraiment quelque chose de totalement dynamique. Les observations donc, sont ensuite affichées à deux niveaux, au niveau de l'essai et au niveau de chaque réplication. On voit par exemple ici que pour Apache traité, on a les REP 1 et les REP 2 qui n'apparaissent pas sur le tableau au-dessus, mais qui sont moyennés quelque part parmi les 33 000. À la limite, en sélectionnant Apache, j'aurai la possibilité de vous montrer ça. Je le ferai peut-être rapidement après si j'ai le temps. Enfin, dernière chose, il est possible d'exporter ces données une fois qu'on les a sélectionnées, qu'on les a filtrées selon les critères qui nous intéressent. Cet export peut se faire selon deux formats. Un format CSV qui apparaît ici, si Chrome accepte de me l'ouvrir, le voilà, et qui est tout simplement la transposition en CSV du tableau que nous voyons ici, et un format ISATAB. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, donc il s'agit d'un format qui suit le standard MyAPI, Minimum Information About Plant Phenotyping Experiment, qui est construit donc en collaboration avec le framework ISATAB, qui a déjà pris en charge des formats du type Miami pour la transcriptonique. Il a été initié dans le cadre de Transplant et de EPPN, donc le European Plant Phenomic Network, et nous sommes en train de le faire évoluer, de l'améliorer, de prendre en compte plus de spécificités dans le cadre du projet Elixir. Voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport aux capacités
autour du blé. Dernière chose, ici, si vous avez les bonnes accréditations au niveau INRA, vous avez la possibilité de récupérer les données climatiques pour l'ensemble des années et des localisations données dans le système. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici parce que ça passe par web service et que c'est un petit peu lent. Ceci étant posé, le point suivant que je voulais vous démontrer est donc, excusez-moi, j'arrive. Ok. Donc, si on veut rajouter plus de variables et d'avoir, par exemple, des notations maladies, par exemple, autour de la fusariose, on a la possibilité, via cette petite fenêtre de recherche, dans l'onglet variables, de faire une recherche de variables basée simplement sur une recherche full text, mots-clés, dans leurs différents noms. C'est en se basant là-dessus que nous serons, dans les mois à venir, en mesure de faire des recherches ontologiques beaucoup plus puissantes. Donc, si on sélectionne la variable fusariose en plus, on a désormais 3 variables de sélectionner que l'on retrouve ici. Cela a rajouté une centaine d'essais supplémentaires qui sont donc disponibles également en téléchargement. Donc, un autre exemple que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité de télécharger des données pour une étude du changement climatique. Donc, en nous basant cette fois-ci sur des données qui ont été fournies dans le cadre du projet Perfectlim par ou les collègues forestiers ou les collègues du réseau Vitis. Donc, dans ce cas-là, si on s'intéresse exclusivement à la phénologie, on a des informations dans la Vitis Trait Ontology. Je vais me limiter à cela pour l'instant. Plus précisément, on voit que dans cette phénologie, on a du bud break, de la floraison, de la véraison, etc. Notez que, par exemple, pour le bud break, on a 2 variables pour cet unique trait qu'est le bud break. Le premier étant simplement l'adapt de bud break pour 50%, des plantes disponibles sur la microparcelle. Et la deuxième variable étant le mi-débourrement par rapport au chasselas. Donc une fois de plus, un seul trait, 2 méthodes de mesure, ici par rapport à une variété de référence. À partir de ça, donc, nous sommes capables d'avoir des données qui proviennent de Colmar et de Montpellier, et ce, donc, sur un peu plus de 50 ans. Données que nous pouvons ensuite refiltrer si nous le souhaitons, ou simplement directement exporter depuis l'interface pour pouvoir les injecter dans un système d'analyse, que ce soit un modèle agroclimatique ou tout simplement une série de traitements d'air. Enfin, dernière chose, là je vous ai montré des données de phénologie, auparavant je vous avais montré des données d'agronomie. Il est possible de descendre beaucoup plus bas et d'avoir des données de phénotypage métabolique, comme par exemple ici celles qui proviennent du GOLM. Et dans ce cas-là, on a ici une expérimentation qui remonte, qui est celle qui sera utilisée juste après par Nasser dans le cadre de la génétique d'association, donc avec des mesures de malades, des mesures de nicotinate, etc. Voilà. J'ai terminé sur la phase de démonstration de la partie phénotypage de GNPIS. Avez-vous des questions? Donc il n'y en a pas dans le chat. N'hésitez pas à allumer vos micros si vous préférez poser vos questions de vive voix. D'accord. Oui.
Que souhaites-tu savoir? C'est-à-dire comment est-ce que cela se stocke? J'ai allumé mon micro, d'accord. J'ai allumé mon micro, tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Ok. En fait, oui, c'était la question quand tu as parlé de séries temporelles. À un moment donné, qu'est-ce que tu entends par série temporelle? Est-ce que c'est des séries temporelles sur la même variable, par exemple le rendement sur 30 ans, du coup, parce que tu disais qu'on pouvait aller jusqu'à 30 points, ou une expérience avec 30 points de cinétique sur des variables différentes? J'ai pas très bien compris ça. Je sais Ce plus. sont les deux. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait capables, sur une expérimentation donnée, d'avoir une même variable mesurée n années, que au sein d'une expérimentation sur une année, d'avoir 30 points, par exemple, pour avoir une cinétique de hauteur, de croissance foliaire, etc. Donc, je parle d'une limitation à une trentaine de points. En fait, il n'y a pas de limitation technique. On pourrait tout à fait faire une courbe à 100, 200, 300, même 1000 points. C'est juste que pour remplir le format Excel et ensuite pour le manipuler, la solution que nous proposons actuellement, qui est en fait d'avoir un point de cinétique par ligne, c'est-à-dire une colonne date ou heure d'observation et une colonne valeur, jusqu'à une trentaine de points, on voit bien comment générer ça, comment le manipuler. Au-delà, en discutant avec les collègues de Phéno, mais en particulier avec Pascal Neveu de Misty, on a vraiment l'impression qu'un autre modèle de données sera plus adapté, et dans ce cas-là, il faudra prévoir autre chose. Mais si vous voulez déjà monter au-delà de 30, de notre côté, il n'y a pas de souci. Je peux, si vous voulez, vous montrer rapidement le format d'échange pour que vous fassiez une meilleure idée de ce que je veux dire. Ouais. Alors, attendez. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, c'est une page disponible publiquement. Donc Data Phenotyping, Data Submission. Je vous la copie-colle dans le chat. Dès que j'aurai trouvé la bonne fenêtre. La voici. Et si je télécharge le fichier Submit Ephesis Time Series 16.1, on voit que dans l'onglet Data, excusez-moi, si je vous partage mon écran, ça marchera beaucoup mieux. Donc, nous y voilà. Donc, voici le format d'échange. Et voici donc comment est-ce qu'on peut stocker une série temporelle. Donc, par exemple, si on a un génotype Apache, pour simplifier, on va dire qu'il n'y a aucun facteur, aucun niveau, et qu'il a été mesuré le 20 mai, pardon, et que la variable, c'est la hauteur, qui faisait 30 cm. Ensuite, très bien, moins bien. J'aurais aimé incrémenter. Voilà. Et donc, c'est de cette manière qu'on peut faire une série temporelle où on voit que sur le génotype Apache, sur notre essai, on a du 20 mai au 4 juin un passage de 30 cm à 45 cm de hauteur. Donc on voit bien que là, tant qu'on est à une trentaine de points, ça va aller. Au-delà, c'est à vous de voir comment est-ce que vous manipulez vos données. Si ce format de données convient à votre manière de travailler, vous pouvez monter beaucoup plus haut.
Avez-vous d'autres questions sur ce point des séries temporelles? Ou sur un autre point? Bien. Donc dans ce cas-là, je propose de passer la main à Nasser. Bonjour, bonjour à Bonjour, tous. bonjour à tous. Donc en fait, je Donc vais en vous fait, je parler vais vous de... parler des aspects génétiques d'association et polymorphisme moléculaire au sein de GNPIS. Donc du coup, on va commencer par le GVAS, si vous voulez bien, le génétique d'association. Alors, donc on a notre appli GNPASO, donc gère des données d'association, que ce soit tout au long du génome, mais aussi sur des, euh, comment dire, des ranges de génome plus ciblées. L'idée étant d'étudier donc l'association génétique entre des traits et des marqueurs. On peut donc filtrer les données et les naviguer dedans sur la base de critères comme choisir un panel d'intérêt par exemple, ou une espèce d'intérêt, des accessions, donc tout ce qui est ressources génétiques, ou bien choisir des marqueurs qui nous intéressent ou des régions du génome qui nous intéressent. On peut également procéder en fait, à un raffinage sur la notion de trait, grâce aussi à des ontologies qui permettent de savoir, grâce à un langage contrôlé, parfaitement de quoi on parle. Et donc ça permet de pouvoir nous intéresser à des traits qui sont valables dans plusieurs espèces. Et enfin, bon, ce module permet d'exporter les données, que ce soit les données d'association, donc les analyses d'association, ou les données brutes qui sont à l'origine de ces données d'association. Il y a une partie graphique aussi où on peut voir des QQ-plots ou des Manhattan plots concernant les analyses et des liens vers les Genome Browser. Alors je vous propose d'aller dans l'application directement. Donc on a inclus le lien en fait qui permet d'aller directement sur GNPASO dans la présentation. Hop, je vais essayer de rebondir dessus, mais je ne peux pas le copier directement. Merci. Ok. Hop. Voilà, donc je vais partager mon écran afin de vous montrer ce que je compte faire, ce que je compte vous montrer comme fonctionnalité. Voilà, ça vient normalement. Voilà. Je vais utiliser un partage temporaire parce que mon navigateur répond un peu mal au partage là. Merci. Donc, du coup, alors, je comptais vous montrer par exemple donc une navigation en se basant sur le panel SolCap dont Cyril parlait tout à l'heure au niveau phénotypage. Donc, pour commencer, je peux choisir l'espèce d'intérêt. Donc, ici, c'est Solanum lipopersicum. Et on voit en fait donc une interface avec un formulaire de recherche avec 4 onglets. On peut donc, comme je disais tout à l'heure, sélectionner les traits.
sur la base de différentes ontologies. Alors, il y a l'ontologie de l'équipe qui a produit les données chez AFL, mais il y a aussi la Tomato Trait Ontology et le MPI GOLM. Donc, par exemple, je peux me baser sur la teneur en fructose et sélectionner donc les données reliées à ce trait. Bon, ensuite, pour rester général, je peux également choisir différents panels qui sont liés à cette espèce, donc Solanum, et différentes accessions. Je vois que j'ai 2 panels pour cette espèce. J'ai de nombreuses accessions dont on voit les premières valeurs. Ensuite, j'ai la recherche par marqueur qui me permet de restreindre une zone du génome d'intérêt, soit sur la base de noms de marqueurs si jamais je les connais et je les ai dans des fichiers par exemple, sur la base de puces ou de sets de marqueurs, de groupes de marqueurs. On a 2 expériences là qui nous ont fourni des groupes de marqueurs donc, qui étaient sur une puce de génotypage. Donc on peut choisir, on peut raffiner en gardant qu'un seul. On peut également choisir en fait une zone du génome en se basant sur la version du génome SL2.40 de Solanum. Et ensuite, donc je la sélectionne et ensuite, en décidant de restreindre nos associations sur le chromosome 4 par exemple et le chromosome 5, on peut mettre aussi des régions de génome bien précises. Par exemple, si je choisis 20 millions, entre 20 millions et 40 millions, au hasard, je vous avoue, pour l'instant. Voilà. Donc voilà, on a toutes ces possibilités-là qui sont cumulables, bien sûr. En fait, tous les onglets, comme montrait Cyril pour le phénotypage, sont, se répondent entre eux et permettent d'appliquer des restrictions combinées. Voilà. Donc ensuite, sur la page de résultats, admettons par rapport à ma recherche sur une zone d'intérêt et le trait fructose, par exemple, j'obtiens dans la page de résultats donc le nombre d'analyses d'association qui concernent ma recherche, le nombre de panels aussi qui ont ce type d'analyse, les chromosomes ciblés, donc là effectivement j'en avais ciblé 2, donc dans la page de bilan qui est en haut, on voit ça, le nombre de marqueurs associés, donc j'en ai 681 là, le nombre de traits associés, donc c'est normal puisque j'ai restreint sur la teneur en fructose, et les nombres les traitements, le nombre de traitements phénotypiques ou le nombre d'années concernées par ces traitements et parfois par ces études, par ces essais, et les sites. Voilà, donc en fait, j'ai différents filtres en fait qui sont tout simplement les statistiques que j'avais sur les statistiques que j'avais au-dessus. Si j'avais plusieurs traits, j'aurais pu restreindre sur un d'intérêt en cliquant dessus. Bon, là, ça change pas grand-chose parce qu'il n'y en a qu'un seul et ça rafraîchit. Donc le tableau dont je vais vous parler juste après. On peut filtrer du coup sur également en cliquant sur les onglets sur le traitement éventuel. Bon là il n'y en a pas pour cet exemple, mais aussi sans faire toutes les possibilités de filtre sur un seul chromosome parmi lesquels sur les 2 que j'ai choisi tout à l'heure. Donc là ça rafraîchit la page de résultats dont je vais vous parler là maintenant. C'est-à-dire ça, c'est l'ensemble des associations qui sont présentées entre un marqueur sur le chromosome 4 et le trait, donc là c'est la teneur en fructose. Et donc je vois que j'en ai 648, hein, comme ici ça s'est rafraîchi sur le chromosome 4. Et j'ai sur le tableau, j'ai donc le nom de l'expérience, j'ai le nombre de lots, c'est-à-dire le nombre d'accessions qui sont concernées. J'ai donc le panel, le trait, bien sûr, la teneur en fructose. J'ai l'année d'étude et j'ai le fameux marqueur et sa position sur le génome, chromosome 4 avec cette position-là. Et j'ai une possibilité d'avoir, j'ai la p-value qui correspond donc à mon association entre le trait et le marqueur en question. En p-value normal, en p-value et en moins log de la p-value. Donc j'ai aussi, pour la petite histoire, un lien vers le génome browser de la tomate en fait. Si je clique dessus,
du coup, je peux y accéder. Normalement, ça va venir. Voilà. Et du coup, ça va restreindre, ça va se mettre dans la zone du marqueur en question. Et on pourra voir le contexte génomique, donc autour de ce marqueur d'intérêt, avec notamment les différents transcrits qui ont été trouvés dans la zone par des analyses type Augustus. Et ensuite, on retrouve ici le Manhattan plot en fait de notre analyse d'association sur le panel d'intérêt. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais en tout cas, on a différents génomes browsers qui peuvent être accédés directement par l'interface de génétique d'association, et ça nous permet donc d'avoir le contexte génomique. Alors, pour revenir également à l'exemple, en fait, donc sur le panel SolCap, je vais vous montrer une manière de filtrer en fait sur la p-value en fait de l'association, car c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc, en fait, l'idée c'est de pouvoir sélectionner les meilleures valeurs. Alors, par exemple, si je sors un peu de mon exemple, mais si je prends une valeur de 1 10-5, en fait, je suis capable de sélectionner toutes les p-values d'intérêt dans la zone en prenant le seuil donc, que je vous ai dit. Donc, en mettant ça ici, on prend donc les p-values inférieures à 10-5, on rajoute le filtre et évidemment, il n'y en a pas parce que j'ai changé mon exemple, mais on est capable, j'étais un peu trop stringent, mais du coup, si par exemple, en fait, je reviens ici et je reviens par exemple au formulaire de départ et je fais mon vrai exemple, donc je reviens sur Solanum, je prends la teneur en fructose comme trait, donc je vais rester général, et ensuite je décide de prendre les p-values qui sont inférieurs à 10 10 10. Voilà. Effet démo, quoi. Ah, non, ouais, donc j'ai bien mes 5500 marqueurs attendus, et sans doute que c'est la valeur que j'écris qui n'est pas bien formatée. Donc je vais reprendre une valeur d'ici. Voilà. Voilà. Et donc je disais 10 moins 10. C'est plutôt ce format-là, en effet. Et non. Alors, bon, j'ai dû sélectionner quelque chose sur le supplément qui est restreint. Donc, ou bien je suis trop stringent. Donc, je vais prendre une valeur. Bah non, c'était la p-value, ouais, c'était la p-value. Je vais reprendre une valeur qui est dans le tableau, parce que je pense que c'est le formatage de la puissance là, qui doit poser problème. Voilà, donc si je prends, effectivement, ça doit être ça. Donc si je prends le format exact, en fait là j'ai pris tous ceux qui sont inférieurs à 6, 10, moins 6, j'ai l'impression. Ça permet de raffiner, donc de prendre que les valeurs qui m'intéressent. Et ce que je voulais faire, c'était les exporter. Donc je les exporte au format CSV avec toutes les colonnes en fait qui sont présentées dans le tableau. Donc tout ce qui concerne la localisation du marqueur sur le génome et bien sûr les valeurs de p-value et log de p-val. Ici j'ai un format, donc j'ai le fichier CSV qui se télécharge et je peux éventuellement travailler dessus et le conserver. Il veut bien s'ouvrir. Ouais, il arrive. C'est un CSV.
LibreOffice. Celui-là. Ouais. Ah oui, merci. Voilà. Hop. Donc voilà, je peux effectivement avoir le CSV avec mes valeurs d'intérêt. On voit que c'est des p-values donc très intéressantes, hein, du 10-7, du 10-5. Donc ça permet de pouvoir cibler des marqueurs ensuite. Donc ici j'ai les 3 marqueurs qui m'intéressent et d'aller éventuellement soit si je veux designer une puce, les mettre de côté, ou aller voir dans cette zone ce qu'il y a autour en termes de gènes, de QTL, etc. Voilà. Ensuite, ouais, merci Cyril. Donc, hop, je reviens à ma présentation. Donc, voilà. Slide suivante. Donc, j'ai fait donc ce use case sur le panel SolCap. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, je peux également attaquer les données pour faire de la sélection de marqueurs un peu plus ciblée. Par exemple, si je suis intéressé, comme j'ai fait tout à l'heure, à tout ce qui est l'association entre marqueurs et le contenu en fructose sur le chromosome 3. Donc, j'effectue la même manip. Et du coup, je coche chromosome 3 dans les filtres. Donc ensuite, là, ce qu'on peut faire, c'est le deuxième use case, c'est filtrer les marqueurs présents entre 1 million et 2 million et 2 millions de paires de bases sur ce même chromosome 3 et les exporter. Donc je vais remettre le partage d'écran. Voilà. Et donc, voilà. Alors, du coup, je reviens sur mon formulaire. Je reprends mon espèce d'intérêt et mon panel. SolCap, voilà. Je m'intéresse au fructose, au contenu en fructose. Et là, vous voyez la recherche par range de génomique, région génomique, on va dire. Donc, je disais chromosome 3 entre 1 million. Donc là, je rentre et 2 millions. Voilà. Et je vois que j'ai 13 marqueurs associés avec ici les valeurs d'association. Et je peux ainsi rebondir sur mon Genome Browser, comme tout à l'heure. Bon, je ne le ferai pas pour une question de temps, pour aller plus vite. Je peux exporter, comme tout à l'heure, mes résultats d'association. Et je peux aussi exporter, en fait, ce qui était intéressant, c'est par exemple de prendre les génotypes qui sont dans cette zone, en fait, des marqueurs, avec le panel d'intérêt, enfin, sur le panel d'intérêt. Donc ici, on voit une matrice avec, donc en colonne, les noms d'accession du panel, et en ligne, les noms des marqueurs, en fait. Et en l'intersection dans la case, on a le génotype de l'accession pour ce marqueur-là et les autres. Voilà. Donc, si on veut des résultats plus détaillés ou raffiner encore ces résultats, on a un lien Detail Result qui nous envoie vers l'interface de génotypage dont je vais vous parler juste après. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà. On pourra du coup exporter les marqueurs au format voulu et raffiner un petit peu. Alors ensuite, je reviens à mon use case. En fait, je voulais aussi vous montrer, oui, les marqueurs qui sont dans un... Si vous cherchez en fait les hotspots d'association, les points chauds d'association, en fait, il y a 2 possibilités avec notre interface, en tout cas dans ce qu'on utilise habituellement. Soit utiliser le Manhattan Plot, parce que je ne vous ai pas encore montré comme je parlais de graphique tout à l'heure, donc utiliser le Manhattan Plot, soit utiliser le module, enfin le petit outil association Regent. Donc on va commencer par Manhattan Plot très rapidement. Je repartage mon écran. Voilà, et je reviens sur la présentation. C'était l'autre. Celui-là, merci. Ouais, c'est ça. Ça marche.
Donc, du coup, je reviens, comme je disais, au formulaire, en cliquant sur association. Là, je remets toujours mes infos précédentes. Donc je sélectionne pas de région génomique, hein, parce que en fait, ce que je veux faire, c'est sous le tableau de résultats, j'ai en fait la possibilité soit de lancer l'affichage du QQplot de mes résultats de recherche, soit du Manhattan Plot. Donc j'appuie sur Manhattan Plot basé sur le moins log de la p-value. Et donc j'obtiens ce graphique en fait qui est sur tout le génome, donc du chromosome 1 au chromosome 12 de la tomate. Et je peux voir en fait différents hotspots d'association ici, etc. Et il y en a certains qui sont particulièrement avec des associations particulièrement intéressantes. Donc par exemple, si je veux cibler cette région, je peux zoomer dessus et voir en fait le marqueur qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, je clique sur le marqueur qui m'intéresse, qui obtient une association très intéressante. Et je suis censé avoir voilà, une petite pop-up avec le nom du marqueur, sa localisation sur le chromosome 5, là, actuellement. Et donc, en fait, la p-value associée qui est, c'est celle qu'on voyait apparaître tout à l'heure en premier. Et j'ai la possibilité d'aller sur le gbrose, comme tout à l'heure, ou d'avoir la carte du marqueur. Donc, si je clique dessus, voilà, j'arrive sur GenPMap, donc c'est notre application qui cible les marqueurs en fait, qui nous permet d'avoir donc la séquence notamment, si jamais on a besoin de faire un blast dessus ou de l'utiliser pour faire d'autres analyses, et les infos qu'on a dessus sur ce marqueur, etc. Voilà. Ensuite, ce qui est possible de faire du coup, c'est éventuellement de regarder le QQplot correspondant à cette analyse, hein, en parlant d'autres graphiques. Et là, comme ça, je suis pas spécialiste, mais on a une vision un petit peu plus précise de la qualité de nos données, hein, en comparant les valeurs théoriques de P-val avec les valeurs observées. Voilà, pour un petit peu voir la qualité de l'analyse. Voilà, on a également la possibilité de voir les box plots en fait. Donc ça se charge. Voilà, les box plots parallèles en fait. Pareil, je suis pas spécialiste, mais on voit qu'on a les différents génotypes là, et avec les accessions et les valeurs de phénotype. Et dessus, ici on a les différents box plots selon les allèles en fait. Voilà, pour ce trait d'intérêt. Voilà, donc ça c'était le fameux use case sur le Manhattan Plot. On a la possibilité également, je vais revenir à la présentation, d'utiliser le petit onglet Association Regions. Donc là du coup, hop, je reviens sur mon écran et donc mon application. Alors l'idée étant de refaire à peu près la même chose, mais de raffiner un peu sur des régions un peu plus ciblées en fait que ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc en fait, si par exemple je remets mon trait d'intérêt et en fait je souhaite me focaliser sur le chromosome 5 par exemple. J'ai la possibilité ensuite de regarder les régions par fenêtre en fait de la taille que je spécifie. Là, c'est 1 million de paires de bases par défaut, mais j'ai aussi 100 000 et 10 000. Et du coup, en fait, je peux cibler des régions bien précises sur la base en fait de la moyenne des p-val que j'observe. Donc là, en l'occurrence, je vais élargir un peu. Bon, je vais pas vous faire toute la démo de cette possibilité-là parce que il faudrait restreindre un peu plus. Mais si je vois une zone d'intérêt avec une p-val un peu plus basse, par exemple ici, celle-ci, je peux un petit peu me focaliser dessus. Et on voit que ça permet ensuite de revenir au résultat et de raffiner un peu.
Et voilà, donc ici, j'ai mon marqueur d'intérêt. Là, il n'y en a qu'un, mais bon, si je prends certaines fenêtres, ça peut être un peu plus dense et je peux me focaliser sur des associations, donc sur la base de fenêtres glissantes avec la moyenne des p-values. Voilà. Donc là, maintenant, je pense que on va revenir on va passer au polymorphisme. Donc, il y a l'application de génotypage donc, qui est disponible sur cette URL là. Et donc cette application en fait permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir téléchargé les données brutes qui ont servi notamment dans les expériences d'association, mais aussi d'autres expériences de génotypage qui ont été faites par ailleurs sans forcément être liées à des expériences d'association en génétique. Donc en fait, l'idée c'est on a deux types de données, on a du GBS, du Genotyping by Sequencing, mais aussi des puces haut débit de génotypage. On a la possibilité de télécharger tout le jeu de toute la matrice de génotypes, mais aussi de faire des raffinages en fait sur la base de différents critères, basés sur par exemple une région du génome ou sur certaines accessions. Je vous montrerai ça. Et on peut faire des exports de ces sous-sélections de matrices ou du matériel biologique qui a été utilisé et également avoir des liens vers GenPMA comme tout à l'heure pour aller voir les marqueurs de plus près et avoir leurs séquences notamment. Donc là, le petit use case que j'allais proposer en premier, en fait, c'est toujours sur le panel SolCap, en fait, d'aller voir comment télécharger toute la matrice de génotypage qui a servi à cette expérience de génétique d'association, et ensuite de vous montrer comment on peut raffiner selon différents critères. Alors du coup, je remets le partage d'écran et je vous montre ça. Donc, je vais sur polymorphism et du coup, génotypage. Alors cette interface pour le moment gère uniquement les données de génotypage sur puce et GBS, mais dans un futur très proche, elle va également, je vous en parlais tout à l'heure, va gérer les données de SNP Discovery. Donc on pourra les voir dans la même interface, mais avec ces données en plus, le SNP Discovery. Donc voilà, et on a deux onglets, donc tout ce qui est ressources génétiques dans l'onglet accession, et tout ce qui est critères concernant les marqueurs dans l'onglet du même nom. Donc pour moi, ce que je voulais faire, c'est sélectionner une espèce qui m'intéresse, donc Solanum. Je peux raffiner aussi par espèce comme dans d'autres de nos formulaires. Donc si je cherche à m'intéresser à d'autres espèces, je ne le ferai pas. Je peux restreindre par panel. Donc là, on s'intéresse à SolCap. Donc on voit les deux panels qui sont disponibles pour la tomate. Et je peux aussi restreindre par collection ou par accession individuelle comme tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, je me mets sur l'onglet marqueur. Je vois que normalement, là, je vais avoir un seul marqueur set, c'est donc la puce d'intérêt là pour l'expérience de génétique d'association. Et ensuite, donc, je clique sur Result. Et du coup, en fait, j'obtiens donc dans le premier tableau la liste des expériences qui correspondent à ma requête. Là, il n'y en a qu'une parce que j'ai ciblé. Et on a le matériel génétique, donc les lots d'accession qui ont été étudiés. On peut le télécharger au format CSV et avoir donc les noms des accessions, leurs taxons, les lots. Merci. Voilà. Et le panel d'intérêt, les collections, toutes les infos sur le matériel génétique. Et ensuite, on revient sur celui-là. Sur le formulaire, on peut également voir la liste des marqueurs qui ont été étudiés sur la puce. Et en bas, enfin, surtout la matrice, en fait, donc sur le même principe que tout à l'heure avec les marqueurs en ligne et les accessions en colonne. On peut la télécharger au format CSV. Là, il y a quand même 6000 marqueurs et environ 6000 accessions et environ 160 accessions. Donc ça va prendre un certain temps, ça va me l'envoyer par mail. Donc
parce que quand il y en a moins, l'export se fait en direct. Donc là, normalement, il doit me proposer, si tout va bien, de me l'envoyer par mail. Ouais, ça peut mettre un petit peu de temps. Ouais. Bon, en tout cas, pour les gros sets comme ça, tout à l'heure ça avait marché, donc j'étais confiant, mais pour les gros sets comme ça, je conseille plutôt en fait de passer par en fait le download ici de toutes les données brutes en fait. Donc ça va donner le même fichier puisque là j'ai fait aucun raffinage sur mon expérience, sur ma puce. Donc ici, en cliquant là-dessus, on obtient, comme vous voyez, l'archive contenant ma matrice. C'est la même que celle qu'on voyait dans la tableau de visualisation, de prévisualisation. Hein. Et du coup, ouais. Et du coup, c'est pas celui-là. Ah, bon, il veut pas extraire, mais bon, vous me croyez sur parole. Je connais pas bien le PC, donc il extrait la matrice au format Excel, donc cette matrice-là en entier. Et enfin, bon, ce que je voulais montrer, c'était une restriction plus intéressante si on s'intéresse à un chromosome. On peut, de la même manière que sur l'interface de génétique d'association, on peut raffiner en prenant un chromosome et éventuellement un deuxième avec une zone d'intérêt. Par exemple, si je prends la zone entre 5 millions et 5 millions et 8 millions. Donc, on voyait tout à l'heure qu'on avait, je crois, 30 000 marqueurs. Là, on voit qu'on arrive à 400 marqueurs environ. Et là, la sous-matrice d'intérêt peut être téléchargée normalement de manière plus facile, parce qu'elle est un peu plus légère. Bon, tout à l'heure, ça marchait. Effet démo. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, ça marchait encore il y a 2 heures à peine. Voilà. Je reviens rapidement sur la présentation. Alors, on peut, comme j'ai fait à l'instant, raffiner par range génomique, par région génomique, mais on peut aussi raffiner par nom d'accession et par nom de marqueur. Les exports, on les a traités, on a vu que, bon, normalement ça marche, hein, mais on peut exporter une sous-matrice et le matériel biologique. Bon, je vais essayer de vous montrer quand même rapidement la capacité de raffiner par nom de marqueur et par nom d'accession. Alors ici, par exemple, si j'ai dans le tableau ces marqueurs-là qui m'intéressent, je suis en capacité, donc en copiant tout simplement les lignes du tableau, de me restreindre, au lieu de sur un rang génomique, de faire un marqueur set un peu customisé, on va dire, un peu voilà. Non, il n'a pas pris mon copier. Je recommence. Donc je reprends mes marqueurs. Si mon copier-coller marche, je suis en mesure de les coller ici, de sélectionner les quelques marqueurs qui m'intéressent. On voit qu'il les a reconnus ici. Et ensuite, je relance. Bon, je vais faire aussi là, je vais sélectionner que certaines accessions d'intérêt. Hop. Dans accession, mieux. Voilà. Il les reconnaît aussi. Et comme ça, je restreins sur 3 accessions et 4 marqueurs qui m'intéresseraient. Voilà. Et là, j'obtiens donc
la sous-matrice qui m'intéresse, bon, avec les marqueurs d'écrit là et les accessions là toujours, et j'espère cette fois-ci l'export qui veut pas marcher aujourd'hui, alors que d'habitude c'est instantané pour ce petit jeu de données. Je sais pas trop ce qu'il y a, mais bon. Enfin bon, on va pas s'arrêter là. Ce que je voulais montrer ensuite, en fait, donc c'était le SNP Discovery. Donc ça, c'est pas encore en production. J'ai peut-être quelques minutes pour vous en parler. Donc on va rajouter, comme je disais tout à l'heure, les expériences de SNP Discovery. On va pouvoir filtrer par type d'expérience. Du coup, si je ne veux que le génotypage sur puce ou le SNP Discovery, je pourrais restreindre mes tableaux. Je peux filtrer toujours par range génomique sur les chromosomes, mais aussi sur les contigs et les scaffolds quand mon assemblage n'a pas de chromosomes. Et je suis en mesure également d'exporter à la fois au format CSV les prévisualisations qu'on a, mais aussi au format VCF les marqueurs de SNP Discovery. Donc là, j'espère que ça va marcher. On va aller sur ma version de développement, donc vous ne pourrez pas accéder à cet écran-là parce que c'est encore en développement, mais ah oui, c'est celui-là, chaque fois. Merci Cyril. Ouais, voilà, mais en fait, ouais, merci. Donc, comme j'ai pas l'adresse, le lien ici, je vais le taper en direct. Donc ça, c'est une version de développement qui n'est pas accessible, hein, et je vous fais rapidement une petite démo. Elle contient donc à la fois le formulaire. Ah oui, merci. Je vais partager l'écran, c'est mieux. Voilà. Et voilà, donc puis ah oui, le HTTPS, c'est HTTP. Ça devrait mieux marcher. Voilà. Donc en fait, l'interface est beaucoup plus simple. Il y a plus qu'une seule entrée parce qu'avant j'avais d'autres formulaires. On a toujours, donc c'est toujours ce même formulaire, mais avec un onglet Experiment en plus. Marqueurs et accessions sont les mêmes. Avec l'onglet Experiment, j'ai la possibilité, comme je disais tout à l'heure, donc après avoir, admettons que je choisisse par exemple mon espèce Vitis, mon genre taxonomique Vitis, je veux que les expériences de séquençage au débit, parce que j'ai aussi celle de génotypage sur puce, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je restreins sur le séquençage au débit. Et là, j'ai la liste des expériences chez Vitis qui concerne du séquençage au débit. Je vais prendre par exemple donc l'expérience sur Fleshless, le projet Fleshless, expérience de SNP calling. Et en fait, j'appuie sur Show Result. On voit que comme j'ai sélectionné que du SNP Discovery, mon expérience qui apparaît, donc c'est l'expérience Fleshless avec les lots d'accession qui la concernent. Et je n'ai pas de marqueur validé parce que c'est du SNP Discovery. Par contre, j'ai mon tableau de marqueurs de SNP Discovery que je peux exporter au format. Alors on voit ici, pour aller vite, que on a la variation pour chacun des marqueurs, on a la position sur le génome et on a la position sur aussi également quelquefois sur des contigs scaffolds quand on a fait parce qu'on a fait du remapping de ces contigs scaffolds sur le génome Vitis 12X de la vigne. Et voilà donc le taxon. Et ça, on peut l'exporter tel quel au format CSV. Voilà, donc là ça marche. Et on peut l'exporter au format CSV. Voilà. Et on peut l'exporter aussi, le temps que ça s'ouvre, en format VCF. Voilà. Donc là, ça se présente sous forme de matrice, comme tout à l'heure, avec le même format, hein, les marqueurs
en ligne et les accessions en colonne. Et du coup, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est d'exporter au format CSV afin de pouvoir donc utiliser des logiciels comme VCF Tools ou autres. Là, VCF, effectivement, c'est aussi une extension. C'est le format standard créé par les 1000 génomes, le projet 1000 génomes chez l'homme. Mais lui, il le reconnaît plus comme l'outil de carte de visite. Donc là, le format de carte de visite, là, on va l'ouvrir avec bloc-notes. Et on voit voilà que c'est le format VCF 4.2. Et ça, on a donc nos marqueurs dans ce format-là. Voilà. Donc c'est essentiellement ça. On a la possibilité aussi très rapidement de télécharger la matrice des génotypes en plus des marqueurs avec le même format que tout à l'heure, marqueur fois accession. Voilà. Donc maintenant, on va prendre vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Alors, j'en vois pas. Ouais, j'en vois pas de nouvelles là dans le chat. Est-ce que quelqu'un voudra réagir, qu'on lui ouvre son micro? D'accord, les micros sont ouverts, ok. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc la version, juste une petite info complémentaire, la version qui contient le SNP Discovery devrait être en ligne d'ici à la fin de l'année, hein, normalement au mois de novembre. Donc avec le même lien, vous aurez accès donc à ce nouveau formulaire. Et actuellement, donc il n'y a que les données de génotypage sur puce qui sont sur ce formulaire. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va peut-être terminer la visio, enfin le webinaire. Merci à tous en fait hein, pour votre participation. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par email hein, si jamais vous en avez d'autres plus tard. Merci à vous, merci Diane, et merci à tous. Donc ouais, on espère que c'était assez compréhensible. Hein. Si jamais il y a des points à préciser, vraiment n'hésitez pas par email, que ce soit envoyé à Cyril ou à moi ou à Célia. On est disponible pour ça. Donc bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.